Salut à tous, Sabri Thai, en direct de Thaïlande. Je suis à Chiang Rai, tout au nord de la Thaïlande. Voilà, je voulais vous faire une vidéo. Non, je n'ai pas quitté la Thaïlande, je suis toujours en Thaïlande. Évidemment, j'ai quitté la Thaïlande de façon temporaire. J'ai fait un retour en Europe, voilà, un petit voyage en Europe. Et ça m'a fait du bien. Ça fait du bien parfois de quitter la Thaïlande. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, voilà, quand vous passez plusieurs années en Thaïlande, il y a ce besoin quand même de sortir parce que vous avez quand même voilà, une personnalité différente, une culture, on va dire, avec laquelle vous avez grandi qui est différente. Et quand on vient en Thaïlande, parfois, il y a des choses au fil du temps qui vont vous manquer. La cuisine, les échanges avec les gens, parfois des sujets de débat, etc., etc. Même si vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie de débattre. Oui, non. Mais quand vous passez plusieurs années, croyez-moi, quand vous passez plusieurs années en Thaïlande, il y a plein de choses qui vont vous manquer. Quand vous venez ici en Thaïlande, en vacances, eh bien, en vacances, par exemple, vous allez manger thaïlandais tous les jours. Mais quand vous passez plusieurs années en Thaïlande, vous avez besoin parfois de manger européen. Voilà, ça choque certains parfois quand je dis ça, mais oui, tu as besoin parfois de taper un gratin dauphinois, de taper un tartare saumon. C'est quand même quelque chose que tu as ingurgité pendant toute ta vie. Tu ne peux pas te dire, oui, maintenant j'habite en Thaïlande, je vais taper du tom yum goong, du som tam tous les jours. C'est pas possible. Voilà, ça voudrait dire peut-être être plus thaï que les Thaïs. Voilà, même les Thaïlandais, ils adorent parfois se taper des pizzas, manger des spaghettis, se faire plaisir dans des restos italiens, des restaurants français. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de garder une attache quand même avec la France, avec l'Europe. C'est quand même important. Ça permet de garder un lien et puis et de voir l'évolution aussi du pays. Vous imaginez parfois, voilà, si vous quittez la France pendant 10, 15, 20 ans et que vous revenez 20 ans après, je pense que là, le choc culturel va être totalement inversé. Voilà. Juste un petit truc. Là, je suis au nord de la Thaïlande. Okay, et juste derrière, là, il y a le Mekong. Et en face, c'est le Laos. Voilà, ça me fait super bizarre qu'à 200, 300 mètres, il y a le Laos. Voilà, petite dédicace à Madame Mar, ma prof d'histoire-géographie, qui n'arrêtait pas de nous ressasser le Mekong, le Mekong. Je devais refaire la carte, retracer la carte, le fleuve, le Mekong. Et ça me fait super bizarre d'être ici aujourd'hui en face du Mekong, de dormir, voilà, d'avoir une chambre d'hôtel juste en face. Ça me fait vraiment bizarre, je vous assure, c'est une sensation quand même indescriptible. Voilà, dédicace à Madame Mar en tout cas. La Grèce, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup aimé. Parce qu'ils ont des valeurs familiales, parce qu'ils ont un côté chaleureux, voilà, similaire qu'on peut, on va dire, retrouver chez les Thaïlandais. Et vous allez voir que quand ils sortent dans la rue, ils sont toujours en famille. Ils savent apprécier, pardon, les moments sympathiques, les moments simples de la vie, en fait. Voilà. Et parfois, vous allez voir qu'ils vont se poser dans un café pendant 2-3 heures à rien faire, sur une terrasse, et ils adorent ça. Ils adorent ça. Et en général, les après-midi, parfois, ils aiment bien chiller, voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver beaucoup de monde dans la journée parce qu'il fait quand même chaud. Donc j'ai trouvé cet aspect chaleureux chez eux très bien. J'ai beaucoup apprécié. Un aspect que j'apprécie énormément ici avec les Thaïlandais, voilà, qui sont très hospitaliers, avec un accueil vraiment formidable. Parmi tous les pays que j'ai fait dans le monde, j'en ai pas fait des tonnes non plus, je pense que la Thaïlande, je mettrais au numéro 1, top 1 de l'accueil. Parce que ici, lorsque vous arrivez en Thaïlande, tu sors un peu, tu t'installes dans un bar, dans un café, tu es tout seul et franchement, c'est rare que tu finisses tout seul. Voilà, il y aura toujours quelqu'un pour te dire joins-toi à notre table, viens, t'habites où, t'es de quelle origine, etc., etc. Et ce que j'aime chez les Thaïlandais, c'est ils ont une tolérance, on va dire, que j'apprécie énormément. Cette tolérance que je développais, voilà, au fil du temps ici en Thaïlande. Voilà, c'est le premier critère que j'ai développé ici en étant en Thaïlande. Et puis j'ai fait aussi, il y a quelques mois de ça, j'ai fait le Japon. Le Japon, attendez, je vais vous dire un truc honnêtement, hein. Le Japon, je n'y vivrai jamais. Je répète, le Japon, je n'y vivrai jamais de ma vie. Ne jamais dire jamais, oui c'est vrai, ne jamais dire jamais. En tout cas, je vais vous donner quelques éléments qui vont peut-être étayer, on va dire, ma réflexion par rapport à ça. Lorsque je suis allé au Japon la toute première fois, je connaissais le Japon parce que j'aimais les films, j'aimais les mangas, comme la plupart des fans du Japon. Voilà. Sauf que moi, je n'étais pas un extrême du Japon. J'aimais le Japon, j'aimais bien le film Le Dernier Samouraï, etc. Mais bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Voilà, j'étais attiré par cette culture du Japon. Mais sauf que le jour où je suis allé au Japon, c'est-à-dire que j'ai pris un vol avec la compagnie AirAsia, j'ai pris Bangkok-Tokyo. Lorsque je suis arrivé au Japon, je ne vous cache pas que j'ai eu quand même un choc. Voilà, j'ai eu un choc, excusez-moi, je rate juste l'éclairage. J'ai eu un choc pas culturel, mais un choc dans le sens où je me suis dit, mais merde, mais le Japon, en fait, c'est pas comme la Thaïlande du tout. Il n'y a personne qui vient te parler, il n'y a personne qui vient t'aborder, il n'y a personne qui vient
te demander d'où est-ce que tu viens. Et en fait, je me suis dit, punaise, ça voilà, c'est chaud quand même. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être aujourd'hui ou peut-être que demain sera mieux, etc. Mais en réalité, je vous cache pas que... Non, je vous cache pas, c'était comme ça tous les jours en fait. C'est-à-dire que les Japonais, ils sortent, ils sont tous en costard-cravate. Déjà, quand tu vois un mec en costard, ça te refroidit un peu, tu vois. C'est pas comme en Thaïlande, tu te dis le mec, il est en t-shirt, en tang, ça va, tu viens d'où Attention, hein, les apparences sont parfois trompeuses. C'est pas qu'un mec est en t-shirt Marcel, en tang, que c'est un flemmard, qu'il ne faut rien de sa vie ou quoi que ce soit. Vous avez des grands patrons qui viennent ici et profiter parfois de la Thaïlande et voilà, qui aiment bien, on va dire, cet aspect chill, relax, etc. Et donc, je vous disais, au Japon, les gens ne viennent pas vers vous. C'est-à-dire que, voilà, ils sont dans leur bulle. Chacun est dans sa bulle. Moi qui aime beaucoup le contact humain avec les gens, discuter, échanger, etc. Vous le voyez un peu dans mes vidéos. Je me suis dit, bon, le Japon, c'est pas fait pour moi du tout, en fait. Voilà. Lorsque tu vas dans un restaurant, tu te rends compte que tout le monde est en train de manger sa soupe, ils regardent tous leur bol. Il n'y a personne qui jette un œil à gauche ou à droite et qui regarde un peu, voilà, qui discute un peu avec son voisin, etc. Donc ça je vous cache pas, ça m'a beaucoup dérangé. Et puis après, j'ai compris ce que c'était le Japon. Petit à petit. Évidemment, je n'y étais qu'en tant que touriste. Voilà, je ne me prononce pas en tant qu'expatrié de longue date, mais en tous les cas, c'est quand même, voilà, pour moi, c'était quand même significatif dans le sens où, voilà, j'étais aussi à ce moment-là à la recherche d'un pays. Peut-être, je me dis pourquoi pas m'installer ici, parce qu'en fait, voilà, j'avais eu un entretien d'embauche avec une RH, et là, ça m'emmène au deuxième point qui m'a dérangé. C'est que la RH, elle m'a tout de suite remis à ma place, c'est-à-dire qu'elle m'a calmé. C'était dans une entreprise internationale. J'avais envoyé mon CV, et puis ils m'ont invité pour un entretien. Elle m'a dit, ok, je sais très bien, voilà, tu es intéressé par le Japon, et je sais très bien que vous, Gaijin, vous fantasmez sur le Japon. Donc quand elle m'a dit ça, en fait, vous fantasmez sur le Japon, elle m'a dit, en fait, vous êtes en train de rêver, quoi. Vous ne connaissez pas la réalité du Japon. Déjà, si tu ne parles pas japonais, c'est mort. Voilà, pour bosser, faire sa vie au Japon, c'est bien de maîtriser le japonais. En Thaïlande, ce n'est pas nécessaire, mais c'est respectable. C'est bien de parler le thaïlandais parce que les gens vont vous respecter un peu plus. Et vous montrer aussi que vous respectez le pays. Par contre, pour les Japonais, il faut absolument parler le japonais. C'est quelque chose de primordial. Et moi, elle m'a dit, ouais, mais déjà, si tu ne parles pas japonais, je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer de te placer. Voilà, vu que voilà, c'est une entreprise internationale, ils allaient peut-être me placer dans un département international. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mais j'étais extrêmement motivé. Je me suis dit, une expérience au Japon, c'est comme c'est un pays plutôt fermé. Je me suis dit, putain, ça va être vraiment top. Et en fait, je me suis dit, ouais, là, tu vas peut-être développer de nouvelles compétences. Mais en fait, ça a quand même refroidi dans le sens où je me suis dit, bon, pour venir au Japon, ça demande préparation. Et il y a plein de personnes, en fait, qui veulent s'installer au Japon, voilà, qui prennent des cours en avance, en France, qui passent les différents niveaux, etc. Et ensuite, ils vont au Japon. Mais là, donc, il y a cet aspect, la langue, les échanges interpersonnels, c'est-à-dire que les échanges entre les êtres humains, quoi, qui sont quasi absents, ça, déjà, c'est niette pour moi. Ah oui, j'ai oublié, il y a un troisième aspect aussi. Je réserve une chambre d'hôtel, je paye 150 € environ. Ma chambre d'hôtel ressemble à une chambre du Crous. Elle fait quoi? Elle fait 7 ou 9 mètres carrés, mais c'était petit. Les chiottes, la salle de bain sont collées et les chiottes sont à côté du lit. Donc non, je me suis dit non, là c'est... voilà. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de... J'ai pas senti la chaleur que... Voilà. Attention, je suis pas en train de vous dire que le Japon, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut extrêmement le coup. Allez-y. Voilà, j'avais fait Tokyo, j'ai fait Osaka, j'ai fait Nara. La prochaine fois, sûrement, j'irai à Kobe. J'ai fait Kyoto. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est top. Propreté, le respect, la sécurité, il y a plein de choses. Mais sauf on est quand même des êtres humains et on a besoin d'interagir les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui vont au Japon et qui lâchent l'affaire après quelques temps parce que, voilà, qui tapent des dépressions et ils se disent... Évidemment, si vous parlez le japonais, vous avez un peu plus de chance quand même de communiquer avec les locaux, par exemple. Mais moi, je connais pas mal de personnes qui sont là depuis plusieurs années et vraiment, je les vois pas trop côtoyer les locaux. Donc ça, c'est un aspect quand même que je voulais mettre en avant. Et le dernier aspect, c'est que la RH, elle m'a fait clairement comprendre. Tu sais, ici, on a un taux de suicide très élevé. Ici, on est dévoué au travail. Et donc, elle a passé 10-15 minutes à parler du taux de suicide au Japon. Imaginez-vous, tu es ambitieux. Voilà, mettez-vous juste à ma place pendant 2 secondes. Mon but, c'était d'aller faire ma vie au Japon. Donc, ça commence par trouver un travail, visa, etc., etc. Et la personne en face, une RH, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée de la boîte, donc ton rêve, on va dire, entre guillemets. Et elle me dit... Ouais, ici, tu sais, attention, au Japon, il y a beaucoup de gens qui se suicident, etc., etc. Tu vois? Et donc, ça m'a fait réfléchir. J'étais au courant, je sais très bien qu'il y a
les Japonais sont dévoués au travail, que le travail c'est parfois plus important que la famille, etc. Mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'une RH me parle de ça. Voilà, une personne qui recrute. Ça m'a refroidi un petit peu. Bon, je ne m'attendais pas à grand-chose après cet entretien. Juste pour information, c'est qu'au moment où j'ai passé cet entretien-là, en fait, j'avais moi déjà mon poste au Japon, voilà, en Thaïlande, pardon. Je travaillais déjà en Thaïlande, mais je me suis dit pourquoi pas, voilà, explorer d'autres opportunités. Et donc, en fait, je réalise que lorsque j'ai voulu aller travailler à Singapour il y a fut un temps, j'avais eu une grosse galère et je me suis retrouvé en détention. Bon, pour ceux qui ont la référence, c'est bien, mais ceux qui n'ont pas la référence, j'ai fait une vidéo sur ça. Quand j'ai voulu aller travailler au Japon, ça ne s'est pas fait. Donc je me dis en fait, quelque part, que le destin est pour quelque chose. Voilà, parfois, il ne faut pas forcer les choses. Voilà. Et en Thaïlande, ça, j'ai beaucoup développé cet aspect sur ma personnalité. Il ne faut pas forcer les choses. Quand quelqu'un veut faire comme ça, tu le laisses faire comme ça. Je veux dire, on a un tel fossé culturel entre Européens, on va dire Français, et Asiatiques. Ok, je parle des Thaïlandais et des Français, par exemple. Il y a un tel fossé culturel que ça nécessite quand même un effort plus important de notre côté français que des Asiatiques. Parce qu'en fait, nous, on connaît les deux facettes. On connaît la facette française et on connaît la facette asiatique parce que, voilà, selon le temps qu'on a passé. Mais les Thaïlandais, eux, n'ont pas d'autre référentiel. Le seul référentiel qu'ils ont, c'est le référentiel thaïlandais. Donc parfois, si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de leurs habitudes, de leur fonctionnement, ils vont se dire, mais attends, mais ce style-là, il veut me heurter, etc. Ils le prennent mal. Tu vois. Donc en fait, parfois, il ne faut pas trop chercher à se justifier, à forcer la personne à faire quelque chose. Ok, tu penses que c'est le meilleur moyen? Oui, il n'y a pas de souci. Tu penses que c'est mieux de prendre un taxi? Il n'y a pas de souci, etc. Donc en fait, les Thaïlandais, ils ont leurs habitudes et ils aiment bien rester fidèles à ces habitudes-là. Voilà. Et lorsqu'ils sortent de ça, en fait, et c'est là qu'il peut y avoir des pépins en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de telles subtilités culturelles parfois qu'il ne faut pas forcer parce que en fait, tout est sujet à embrouille. C'est-à-dire que les embrouilles parfois, hein, franchement, pour les expatriés, mettez-moi en commentaire aussi, là j'aimerais bien avoir votre avis. Les embrouilles parfois, elles peuvent éclater sur rien du tout. C'est pas des embrouilles sur des sujets sérieux parfois, c'est sur des trucs vraiment anodins en fait. Voilà. Et il y a des gens en fait, je sais pas, il y a eu de vrais accidents fut un temps en Thaïlande sur des trucs, sur 10, 20 bahts, sur une personne qui a mal parlé ou sur une personne qui a été irrespectueux, etc. etc. Moi, un jour, par exemple, on était dans un taxi, putain, ça me revient juste à l'instant, qui était bourré. Et en réalité, ce jour-là, mon pote avait pensé donner, je pense, la somme exacte. Sauf qu'il avait donné 10 bahts de moins. Et donc, il a mal pris. Le chauffeur de taxi, à sa place, il se dit, comment ça? Il ne me donne pas de tips, c'est-à-dire qu'il ne me donne pas de pourboire. Et en plus, il me donne moins que le compte. Et en plus, il est bourré. Donc, il est sorti du taxi. Et franchement, je ne vous dis pas, il était à deux doigts de le tabasser. Peut-être que le taxi, déjà, s'attendait à ce qu'il lui donne un peu plus de tips, de pourboire. Vous savez, en Thaïlande, il faut donner le pourboire. C'est important, tu donnes 20 bahts pour faire plaisir. 20 bahts pour toi, c'est rien du tout, mais je pense que ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Vous allez me dire, oui, mais une embrouille pour 10 bahts, c'est pas justifié, etc. Oui, mais il y a parfois des choses qui dépasse la raison. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... Je ne cautionne pas du tout, hein, mais peut-être qu'il s'est senti heurté, etc. Ou peut-être qu'il est énervé parfois d'accueillir des gens bourrés dans son taxi, etc., etc. Voilà, c'est ce genre de choses-là. En tout cas, pour moi, la Thaïlande, ça a été une expérience magnifique. Donc là, je vous fais un bilan, mais c'était même pas prévu quand j'ai mis on sur la caméra, quand j'ai mis la caméra en marche. Je savais pas vraiment de quoi j'allais parler, mais en tout cas, voilà, juste vous rassurer, non, je n'ai pas quitté la Thaïlande. Voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéo, mais les vidéos, elles arrivent. Et vous allez voir, il va y avoir du nouveau. J'adore cette vue. Voilà, c'est magnifique. Ça me fait vraiment kiffer. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse un petit tour là? Attention, j'enlève la caméra. Bon, ce sera pas édité. Regardez. Voilà. En nord de la Thaïlande, tu es au bout du monde en fait. Voilà. C'est ces sensations que j'adore. Et en fait, j'aime bien parfois m'isoler, aller dans un petit hôtel en face d'un fleuve. Et en fait, ça te permet de te ressourcer. Et en fait, j'essaie de créer des moments où je m'ennuie. Parce que Bangkok, c'est quand même une ville où tout bouge, tout est 200 à l'heure. Et en fait, parfois, tu as besoin de ralentir, voilà, de freiner. Et parfois, tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Vous savez que, voilà, aujourd'hui, on va dire, on peut se considérer comme youtubeur, créateur de contenu. Quand on crée du contenu, parfois, on a besoin de réfléchir sur des nouvelles choses, sur faire preuve de créativité. Et la créativité, elle vient souvent dans des moments d'ennui, lorsque tu t'ennuies. Elle ne vient pas lorsque tu es à 200% la tête dans le guidon. Et donc, c'est la raison pour laquelle je viens savourer le Mekong. Je vous invite vraiment à venir à Chiang Rai. C'est magnifique.
Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram parce que sur Instagram, je poste pas mal de choses intéressantes. Voilà. Sachez aussi que j'envoie un mail par semaine. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la Tai Tai Family. Vous aurez plein d'informations sur l'expatriation. Et voilà. Si ce format Fastcam vous intéresse, je peux vous en faire d'autres plus régulièrement. Voilà. Dites-moi en commentaire en tout cas. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.